Bonsoir. Je vais vous parler du consensus. Un consensus, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Un consensus, ça se construit à tout moment. Alors, il y a des consensus qui sont considérés comme établis une fois pour toutes. Par exemple, le sens des mots, dans tel dictionnaire, on dit que voilà, tel mot veut dire telle chose. Mais en réalité, tout est une affaire de négociation. Tout peut être reconsidéré, reformulé. Quand ce n'est pas le cas, on arrive à la situation de l'anglais qui, faute d'être capable dans son histoire de reformuler la signification des mots de son propre vivier, de sa propre famille linguistique, va emprunter des mots extérieurs parce qu'effectivement ces mots extérieurs vont pouvoir s'associer à des nouvelles significations. Puisqu'on ne veut pas changer les significations anciennes, eh bien on est obligé d'employer des mots nouveaux pour pour correspondre à des nouvelles réalités. Vous voyez donc le danger qu'il y a à procéder ainsi. Il est bien préférable, comme on l'a fait plus facilement en français qu'en anglais, de repenser le sens qu'on peut accorder à un certain mot. La signification qu'on va accorder, c'est même pas le mot, la signification qu'on va lui attribuer. On va lui attribuer une certaine signification. Et si on a envie de changer cette attribution, on le fait. On tombe dans ce qu'on pourrait appeler la polysémie. Et c'est préférable au fait d'emprunter des mots nouveaux pour soi-disant désigner des réalités nouvelles. C'est souvent ce qu'on entend, n'est-ce pas? Ah, pourquoi est-ce qu'on empruntait un nouveau? Parce qu'il y avait un élément nouveau qu'il fallait décrire. C'est totalement ridicule. Un élément nouveau peut tout à fait être décrit avec des mots anciens. D'ailleurs, on ne s'en est pas privé. Le mot électricité, par exemple, vient d'un mot électron qui veut dire ambre en grec. Et on n'a pas inventé un mot nouveau pour désigner l'électricité. On pourrait dire ça de très nombreux cas comme cela. Le fait de puiser dans des racines anciennes est la preuve que l'on peut donner à ces mots une signification qu'ils n'avaient pas au départ. Par exemple, le mot posologie vient du grec pos, qui veut dire comment, par exemple. On pourrait en donner un nombre illimité d'exemples. Donc, quand on me dit, comme avec Natacha Polony, par exemple, qu'il faut restituer le poids des mots, le sens des mots, j'ai quand même quelques frissons. Parce que, non, les mots n'ont pas de sens absolu, n'ont pas de signification absolue et irréversible, irréductible. Les mots peuvent d'ailleurs prendre des significations différentes selon les sociétés, selon les groupes même, des connotations différentes, dans des contextes différents. Donc je ne vois pas l'utilité. Cela dit, bon, il faut bien reconnaître qu'effectivement, un mot est associé à une certaine signification. Un signifiant est associé à un certain signifié. Mais il ne faut pas aller trop loin là-dessus, parce que même s'il y a ce minimum de corrélation entre signifiant et signifié, on peut dépasser, on peut broder sur ce minimum et en arriver à des emplois, des acceptions de tels mots qui ne sont pas prévus dans la signification première, matricielle. Quand j'entends par exemple dans des cafés philo l'idée que tel mot doit être validé par le dictionnaire et que tel usage est bien défini et qu'on ne peut pas en changer, je m'esclaffe. Je crois au contraire qu'on a le droit de renouveler la signification des mots, ne serait-ce que parce que cela permet de rapprocher les mots. On est en fin de compte dans le même que de la physique quantique ou de la physique atomique, c'est-à-dire que les mots ne sont pas des entités séparées, coupées les unes des autres, elles sont en interrelation. Donc si on veut créer de l'interrelation, il est évident qu'il faut faire bouger le sens des mots,
rapprocher des mots qu'on n'avait pas tendance à rapprocher, ou inversement d'ailleurs. Donc cette rigidité me déplaît, tout comme d'ailleurs, pour revenir à Madame Polony, l'idée que les gens doivent apprendre un certain nombre de choses, avoir un certain nombre de connaissances, un corpus bien établi, une base commune à tout le monde. C'est le même problème. C'est un discours démagogique, je dirais, d'une certaine manière. Démagogique dans le sens où c'est une façon de dire que tout le monde doit avoir le même bagage. La signification des mots, la somme de connaissances historiques, géographiques, chronologiques, etc., etc. Ça se comprend. Il est certain que le peuple a besoin, fonctionne sur ce consensus bien établi. Mais ce ne sont que des valeurs populaires, ce ne sont pas les valeurs de l'élite. L'élite, elle, justement, elle se démarque de cette démarche populaire, justement. Elle s'en défend, elle s'en sépare. Et justement, le rôle de l'élite, c'est justement de mettre fin à une certaine sclérose au niveau des représentations. Alors, effectivement, c'est une force pour un peuple, pour le peuple, pour la base, de pouvoir parler, comme on dit, pour avancer comme un seul homme. Enfin, voilà, nous parlons de la même façon, nous chantons les mêmes chansons, nous nous accordons sur le sens des mots, etc., etc. Donc effectivement, c'est une force. Mais justement, le rôle de l'élite, c'est de contrebalancer, de contrarier cette force, de la déstabiliser. C'est comme ça, c'est une lutte des classes. On est en pleine lutte des classes. Madame Polony prend le parti du peuple, du prolétariat, de ce qui fait le ciment, le fondement, voilà. L'union fait la force, voilà. Il faut donc avoir la force, c'est d'avoir les mêmes opinions, les mêmes références, etc. Et l'élite, elle, au contraire, d'abord, chaque personne de l'élite a tendance à avoir sa propre démarche, déjà, et en plus, elle a comme vocation de limiter cette espèce de fossilisation, de cristallisation qui est propre au peuple. Donc là, effectivement, il y a une sorte de lutte des classes, comme je disais, dont il faut prendre conscience. Et à certains moments, on peut dire qu'à certains moments, c'est la base qui l'emporte et qui impose sa loi, ses règles, ses références, et à d'autres moments, c'est l'élite qui l'emporte, et à ce moment-là, on voit se constituer des États successifs, des États supérieurs, inférieurs, etc., avec un processus comme ça, un peu de projection qui fait que toutes ces significations sont relativisées considérablement. Le rôle de la classe de philosophie en France, à la terminale, c'est justement le sevrage par rapport à cette illusion d'un consensus établi une fois pour toutes et dont il faut se séparer. Même si, effectivement, quand on parle au peuple, il faut se servir des mots qu'il comprend. Mais l'éducation est importante aussi. Il faut éduquer le peuple pour que parce que les mots, c'est bien gentil, les significations des mots, mais de toute façon, il faut voir encore si les gens appliquent leur programme, de toute façon. Enfin, je veux dire, on pourrait discuter indéfiniment, mais le fait que les mots soient bien définis, ça ne nous avance pas beaucoup, pour dire la vérité. Et je voudrais terminer sur un paradoxe dont je crois avoir parlé dans une précédente vidéo, mais j'y reviens parce que ça m'avait beaucoup plu, à savoir que le comédien, il peut jouer des rôles très différents. À telle enseigne que ce qui va être important, c'est sa personne. Plus on joue des rôles différents, plus c'est le signifiant qui l'emporte sur le signifié. Inversement, le créateur, l'auteur, lui, c'est pas le signifiant qui l'emporte sur le signifié, c'est le signifié qui l'emporte sur le signifiant. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas, paradoxalement, c'est son œuvre qui va parler pour lui, et quelque part, il va disparaître derrière son œuvre. Voyez-vous ce que je veux dire? Qu'au fin de compte, c'est exactement l'inverse. C'est le sujet qui disparaît derrière l'objet pour l'élite, et c'est l'objet qui disparaît derrière le sujet pour le peuple.